Bonjour, bienvenue à cette présentation sur le béton pour des bâtiments tertiaires durables. Donc, je suis Quentin Soisson, je travaille chez Lafarge en tant qu'ingénieur impact environnementaux. Donc cette présentation est vraiment l'exemple d'une évolution de la prise en compte des impacts environnementaux dans les projets de construction et dans les bâtiments, pour lequel donc du coup il commence à y avoir vraiment des créations de postes comme le mien, pour vraiment que les grandes sociétés prennent en compte ces impacts environnementaux des projets de construction. Donc je représente aujourd'hui Simbéton. Donc Simbéton, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le centre d'information donc français sur le ciment et ses applications. Et donc je vais vous présenter une étude qui avait été commanditée par Simbéton et qui a été publiée à Batimat, enfin présentée à Batimat en 2011, l'année dernière. Voilà. Alors, un plan assez classique, où je vais vous décrire donc les contextes et les objectifs de cette méthode. Et ensuite, on verra au fur et à mesure donc la méthodologie, les caractéristiques des bâtiments à étudier, l'étude thermique qu'il y a derrière, les impacts environnementaux et finalement donc les conclusions. Donc, le contexte de cette étude. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon, vous arrivez à bien voir là sur les écrans? Pas trop? Bon, je vais vous le décrire. Donc en fait, le bilan carbone, vous connaissez tous. Le bilan carbone, voilà, ça commence à vraiment être de plus en plus utilisé et connu, que ce soit au niveau des entreprises, des collectivités, de l'État, etc. Le bilan carbone a sorti des guides d'émissions, des guides de facteurs d'émissions par domaine. Donc ici, vous avez le guide des facteurs d'émissions pour les immobilisations des entreprises. Donc ça prend en compte les bâtiments donc dans lesquels sont hébergées les entreprises. Et dans ce guide, en fait, on pouvait trouver la chose suivante, qu'un bâtiment à structure métallique est grosso modo 3 fois plus économique en énergie à la construction qu'un bâtiment béton. Donc le bâtiment à structure métallique était 3 fois mieux que le bâtiment à structure béton, au niveau environnemental. Donc nous on s'est dit derrière, qu'est-ce qu'il y a, donc la filière béton, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a derrière pour prouver ça. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse une étude scientifique, rigoureuse et exhaustive pour pouvoir justement démontrer que est-ce qu'on était vraiment dans ce rapport de force. Donc pour ça, on a voulu donc dans le contexte actuel, donc BBC et RT 2012 donc à venir, il y a deux manières de faire généralement les bâtiments de bureaux. Il y a le bâtiment de bureau en structure béton et le bâtiment de bureau en structure acier. Donc on s'est dit, on va comparer deux bâtiments répondant aux mêmes exigences de performance et de confort thermique, donc à savoir des bâtiments BBC RT 2005, mais aussi en adéquation avec la future RT 2012, l'un en structure béton, l'autre en structure acier. Alors pour ça, donc comme je vous l'ai dit, donc deux bâtiments, l'un donc bâtiment climatisé, performance RT 2012, l'un en région parisienne, l'autre en région méditerranéenne, pour vous faire varier un peu des facteurs et voir leur influence. Et on a étudié plusieurs choses, plusieurs champs. À la fois les impacts environnementaux des matériaux de construction, mais aussi des énergies d'usage. Donc à la fois ceux qui sont couverts par la réglementation thermique 2005 et 2012, donc à savoir les 5 postes chauffage, climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire, refroidissement. Et on a voulu donc prendre en compte tous ces impacts sur un cycle de vie complet du bâtiment, donc on l'a mis à 100 ans. Donc c'est-à-dire 100 ans de chauffage, de climatisation, et les produits et la rénovation qui allaient avec pour 100 ans. Donc pour ça, donc Simbéton a commandité cette étude auprès de 5 bureaux d'études indépendants, donc qui sont des experts reconnus dans leur domaine. Donc CE Ingénierie, qui est un cabinet d'études de structure spécialisé en béton, mais aussi en acier, donc pour pouvoir vraiment avoir pour qu'ils aient cette double compétence pour bien définir les bâtiments à la fois pour le béton et pour l'acier. Une fois que la structure était définie, il a fallu déterminer les consommations énergétiques et les équipements qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir avoir une performance BBC RT 2005 ou RT 2012. Les études acoustiques, évidemment, parce que l'acoustique dans un bâtiment de tertiaire, c'est bien important. Ensuite, ensuite, il fallait donc établir des quantitatifs pour les deux bâtiments, pour savoir combien on va avoir de mètres cubes de béton, combien de mètres linéaires de poutre d'acier, combien on va avoir d'épaisseur d'isolant en telle quantité. Et ensuite, tous ces métraits, ils ont été transformés donc par le cabinet PwC Ecobilan, qui est spécialisé en analyse de cycle de vie
et en études environnementales. Et donc tout ce cheminement, donc en partant de la structure jusqu'aux impacts environnementaux des produits, donc tout ce cheminement a permis de produire cette étude. Voilà, cette étude, comme je vous l'ai dit auparavant, cette étude, on voulait qu'elle soit rigoureuse et bien et transparente. Donc pour ça, il fallait évidemment faire référence à des normes et à des normes à la fois internationales et françaises qui régissent tous ce type d'études. Donc, je vous ai dit, c'est basé sur l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est basé sur deux normes. Donc là, il y a ISO 14040 et 14044. Et ensuite, sur des normes françaises, sur les impacts environnementaux des produits de construction et des bâtiments, à savoir donc la norme NFP 01010, qui définit le format de présentation des impacts environnementaux des produits de construction en France, et les NFP 01021 et 01023, qui définissent comment on les utilise à l'échelle du bâtiment. Alors, ensuite, les modélisations ont été établies par Ecobilan, donc le cabinet d'études environnementales, à partir des fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits. Et ensuite, une fois que cette étude a été réalisée, comme on fait une publication, on va présenter publiquement ces résultats et on va comparer des matériaux, la norme oblige à réaliser une revue critique par un tiers indépendant, enfin par un panel d'experts. Et cette revue critique avait été menée donc à la fin de l'étude, donc de juillet à novembre, par un cabinet d'experts à la fois en environnement, en bâtiment, donc avec le CSTB, en acier avec le ArcelorMittal et CTICM, et des experts également dans le béton. Donc vraiment pour vous montrer qu'on avait une approche vraiment exhaustive et on voulait vraiment impliquer tous les experts dans cette étude pour pas qu'on puisse être taxé après de prise de parti, d'avoir fait des raccourcis nous avantageant, etc. Donc c'est vraiment, faut vraiment considérer ça comme une étude un petit peu, enfin vraiment globale. Et cette revue critique, fort heureusement, a validé la méthodologie, les résultats et les conclusions que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, on voulait vraiment asseoir notre étude sur une base solide et rigoureuse. Les caractéristiques des bâtiments étudiés. Donc deux bâtiments étudiés. Le premier donc en béton armé et béton précontraint pour les dalles. Donc là vous avez une vue d'ensemble de 3D de la structure. Et son équivalent en structure métallique, donc avec poteau-poutre en acier et des planchers en bac collaborant. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que ces bâtiments sont des bâtiments qui sont rigoureusement identiques au point de vue performance et au point de vue utilisation. Parce que ça ne rimerait à rien de comparer deux bâtiments qui n'ont pas les mêmes performances. Donc il faut vraiment avoir un même service rendu dans les deux cas. Donc ici, un immeuble de bureau pour 300 personnes, 9 mètres carrés, 8 niveaux en superstructure, 2 en infrastructure. Un cahier des charges rigoureusement identique dans les deux cas, à la fois sur la sismique, les charges d'exploitation, la thermique, l'acoustique, la sécurité incendie. Donc vraiment exactement le même service rendu. Il y a juste la structure qui change. Ensuite, donc, comme je vous le disais, le cabinet de structure a dimensionné et a calculé les deux solutions et a pu définir les métraits de l'ensemble des constituants, à la fois du gros œuvre et du second œuvre. Donc ici, je ne vais pas tout vous décrire, je vais vous épargner ça, rassurez-vous. Ici, donc là, si c'est disponible, on peut en discuter après si vous voulez. Toutes les solutions qui ont été mises en œuvre pour l'enveloppe, pour avoir une enveloppe identique dans les deux cas, donc avec évidemment des performances thermiques assez poussées pour pouvoir répondre aux normes, enfin aux exigences BBC. Une petite coupe rapidement donc du système béton. Donc ici on voit on a une coupe du système avec les voiles béton sur les murs et les planchers en dalle pour le plancher. Donc béton précontraint et béton armé, donc des solutions classiques. Il y a rien d'extraordinaire derrière. C'est vraiment des solutions qu'on a l'habitude de mettre en place dans les bâtiments tertiaires. Pour l'acier de même, on va avoir donc les poteaux-poutres acier donc qui sont en bleu. Et en vert, vous avez donc les bacs collaborants sur lesquels est coulée une chape de béton. Ensuite, donc une fois que la structure était déterminée, il fallait avoir maintenant l'étude thermique qui allait avec pour pouvoir déterminer les équipements qui étaient nécessaires, les équipements et les produits qui étaient nécessaires pour atteindre la performance BBC. Donc les présupposés de base, donc je vous l'ai dit, on étudie deux zones climatiques H1A et H3. Donc on a donc H3, donc la région la plus chaude, et H1A parmi les régions les plus froides en France.
2 équipements de chauffage testés, l'un chaudière gaz et condensation, l'autre pompe à chaleur réversible. Donc une fois de plus des équipements classiques pour obtenir des performances BBC, et les structures béton ou acier. Donc ce qui nous fait, en multipliant tout ça, on avait 8 cas étudiés en tout. On est dans une étude thermique, donc il faut respecter les exigences de besoins bioclimatiques. Donc ici, dans la ligne verte qui est au-dessus, vous avez le maximum à pas dépasser. Et ensuite, le bureau d'études thermiques a déterminé donc les besoins bioclimatiques pour les 2 solutions en zone H1 et en zone H3. Donc on n'a pas les mêmes exigences bioclimatiques. Les exigences étaient respectées. Et on voit qu'on a un peu plus de besoins bioclimatiques pour le bâtiment acier que pour le bâtiment béton, pardon, excusez-moi. Ensuite, on respecte le besoin bioclimatique. Maintenant, il faudrait respecter la consommation en énergie primaire maximale. Donc une fois de plus, la ligne qui vous représente la consommation maximale, qui est plus forte ici en H3 qu'en H1, dû aux besoins en climatisation des bâtiments tertiaires. Et on voit ici, donc, on peut voir qu'il y a une consommation qui est supérieure pour l'acier par rapport au béton, notamment grâce aux propriétés d'inertie du béton, donc qui rendent les consommations plus importantes dans le cas de l'acier. Voilà, donc on respecte le besoin bioclimatique, on respecte le coefficient de la consommation énergie primaire maximale. Maintenant, on peut passer à la suite avec les impacts environnementaux. Donc là, je reprends le chemin. On a déterminé la structure, on sait combien de mètres cubes de béton, combien de mètres de poutres et en quelle qualité. On a ça, on a déterminé les isolants, les équipements, etc. Maintenant, on peut transformer tous ces quantitatifs en impacts environnementaux. Donc c'est une démarche qui devient de plus en plus classique en France et dans le monde, où on se rend compte en fait que les impacts environnementaux du bâtiment ne sont pas seulement dus à la consommation énergétique d'usage, mais aussi aux produits de construction et aux matériaux utilisés. Donc, on part de l'analyse de cycle de vie des produits, qui vont être transformés donc maintenant de façon classique en France en FDES. Donc les FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire. À ce jour, en France, là, donc c'est la base officielle française qui est vraiment la source d'information de base pour retrouver des informations sur les impacts environnementaux des produits. À ce jour, on a 800 produits qui sont sur la base INIS. Donc c'est-à-dire qu'on commence vraiment à avoir une couverture une très bonne couverture des produits de construction en France. Donc par rapport aux arguments qui pouvaient circuler jusqu'à il y a quelques années, on est vraiment bien couvert sur l'ensemble des produits de construction. Et ensuite, ces FDES, on multiplie donc les impacts environnementaux de chaque produit par les quantitatifs qui ont été établis précédemment. Avec un logiciel, donc là c'est le logiciel Team Bâtiment, et il y a d'autres logiciels qui sont utilisés. Là, le plus connu c'est Elodie, développé par le CSTB. Donc qui permet de transformer, donc vous avez votre bâtiment et vous évaluez les impacts environnementaux globaux du bâtiment. Les calculs, donc comme je vous l'ai dit, on prend en compte plusieurs choses. Le gros œuvre, donc à savoir la structure. Les secondes œuvres, donc les différents équipements après qui vont recouvrir donc le gros œuvre, les planchers techniques, les plaques de plâtre, etc. L'énergie d'usage, donc qui correspond au niveau RT 2012 BBC. Et on a voulu prendre aussi, comme c'est de plus en plus pris en compte, on n'a pas voulu se limiter seulement aux matériaux et aux usages couverts par la réglementation thermique. On a voulu aussi prendre en compte l'activité bureautique, qui représente une grosse consommation, une part vraiment importante dans les impacts environnementaux dans l'impact environnemental global du bâtiment. Donc vraiment pour avoir la répartition de ces différents postes. Donc voilà les premiers résultats. On arrive ici avec l'énergie primaire totale. Donc l'énergie primaire, donc vous avez déjà vu dans les présentations suivantes, et puis c'est un thème qui est de plus en plus abordé. C'est pas la consommation finale, la facture d'électricité. Ça va vraiment être l'énergie qui était nécessaire pour transformer le kilowattheure d'électricité, le kilowattheure de gaz, l'apporter chez vous, donc voilà. Et aussi l'énergie grise, entre guillemets, qui a été prise en compte pour la fabrication des matériaux. Donc tout ça c'est pris en compte dans l'énergie primaire totale. On se rend compte ici de la prépondérance de l'activité bureautique et de l'usage conventionnel, donc chauffage, climatisation, etc. Puisqu'on arrive ici à environ 40% pour l'activité bureautique, on doit être à 45% pour les usages conventionnels, et le reste pour le second œuvre et pour le gros œuvre. Donc ici on voit la prépondérance
de l'activité bureautique et des usages conventionnels. Donc vous voyez, si jamais on avait négligé l'activité bureautique, on oubliait quand même une grosse part des impacts environnementaux du bâtiment, de la vie du bâtiment. Et on voit ici, donc je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le bilan carbone, mais on voit ici qu'on est à des ordres de grandeur équivalents pour le gros œuvre et le second œuvre. Contrairement à ce qui avait été écrit dans le bilan carbone, on a des impacts équivalents entre les deux bâtiments, voire supérieurs pour l'acier. Donc vraiment, ça permettait vraiment de revoir ces idées reçues et de pouvoir les baser sur une base vraiment solide. Une étude vraiment solide. Donc ici, on voit que le gros œuvre et le second œuvre sont plus importants pour le bâtiment acier, à fonction équivalente. Donc, il faut savoir que l'analyse de cycle de vie, c'est une analyse multicritère des impacts environnementaux d'un produit ou d'un bâtiment. Et donc, cette analyse multicritère, on ne peut pas rester justement juste sur le carbone, juste sur l'énergie, juste sur les déchets. Il faut vraiment étudier plusieurs critères à la fois. Sinon, on a une vision biaisée et partielle. Donc, c'est pour ça ici que je vous présente plusieurs indicateurs. Ici, avec l'énergie non renouvelable, donc c'est l'énergie qui est issue donc des énergies fossiles, on se rend compte qu'on a le même positionnement sur le périmètre global et sur la partie construction seule. Donc une fois de plus, le béton qui est du même ordre de grandeur, voire qui est supérieur, qui a des impacts inférieurs à celui du bâtiment acier. Le changement climatique, maintenant, on se rend compte que le changement climatique, on a des contributions des différents éléments qui sont un peu différentes. Vous le savez sûrement, c'est grâce au mix énergétique français, donc qui fait qu'on a une énergie électrique qui est peu carbonée. On voit ici tout de suite que le chauffage au gaz émet plus de CO2 que le chauffage électrique, donc qui correspond à la pompe à chaleur. Donc c'est pour ça que vous voyez les consommations, l'impact supérieur pour le chauffage au gaz. Et on voit une fois de plus donc les parts importantes de l'usage conventionnel, de la bureautique, la part du second œuvre et du gros œuvre qui augmente, mais toujours l'avantage au bâtiment au bâtiment béton, excusez-moi, par rapport au bâtiment acier. Donc ici on le revoit sur le gros œuvre et sur le second œuvre. Donc un impact changement climatique qui est en faveur du béton. Ici, donc comme je vous l'ai dit, l'analyse du cycle de vie, c'est quelque chose qui se veut multicritère. On ne peut pas juste regarder le CO2, on ne peut pas juste faire un bilan carbone, il faut vraiment avoir une approche exhaustive multicritère de l'analyse. Et c'est pour ça que vous avez ce type de graphique que vous allez voir de plus en plus pour comparer les impacts environnementaux de différents bâtiments. Donc un graphique en radar qui représente les différents impacts. Donc ici on a une dizaine des impacts, les indicateurs officiels de ce type d'études. Donc l'énergie, on en a parlé, mais ça peut être aussi l'épuisement des ressources, ça peut être la consommation d'eau, l'acidification atmosphérique, les déchets éliminés, la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Donc des indicateurs sur lesquels il faut évidemment mettre une priorité, soit politique, soit scientifique, mais c'est quand même important de garder une vision globale de ces indicateurs. Et ici, on voit donc en vert le bâtiment béton, donc qui sert de référence pour ce radar, donc il y a le bâtiment béton qui a 1 pour tous les impacts, et le bâtiment acier qui est en bleu. Et donc ici, on voit la différence. Donc par exemple, quand pour le changement climatique, vous avez 1,04, ça veut dire que le bâtiment béton, il est à 1. Le bâtiment acier, il est à 1,04, c'est-à-dire qu'il est 4% supérieur ici sur le périmètre global. On voit ici donc que les bâtiments ont un impact environnemental du même ordre de grandeur, même si donc on a quelques variations donc de quelques pourcents, donc de 1% jusqu'à on est à combien, 14% je crois. C'est donc ces ordres de grandeur. La revue critique a établi qu'en fait, comme une incertitude sur les données, on est vraiment, le résultat final, l'assertion finale, c'est qu'on est sur des bâtiments qui ont des impacts environnementaux similaires. C'est-à-dire que leurs écarts relatifs ont une différence, sont inférieurs à 20%. Et comme il y a une incertitude sur les données d'analyse de cycle de vie, eh bien, la conclusion finale, c'est vraiment ces bâtiments ont un impact environnemental similaire. Donc, mais ça permet quand même si on n'a pas de différence
forte entre les deux bâtiments, ça permet quand même de revenir sur cette assertion du bilan carbone qui disait que les bâtiments acier étaient 3 fois moins impactants sur l'énergie que les bâtiments béton. Donc déjà pour nous c'est vraiment quelque chose de très important. On le voit ici, donc là c'est au périmètre global, donc c'est-à-dire matériaux de construction plus énergie d'usage. Et ici on voit donc que cette différence est plus forte si on se restreint au périmètre matériaux de construction seuls. Donc on voit ici on était à 3-4% au départ par exemple pour l'énergie primaire, là on va passer à 14%. Donc on voit que l'avantage en faveur du béton, même s'il est non significatif, il reste quand même assez important. Enfin, il est quand même plus important sur le périmètre matériaux de construction. Donc avec en gras tous les indicateurs sur lesquels il y a l'avantage au béton, donc la majorité. Les conclusions de cette étude, parce que c'est bien beau de mener une étude comme ça, qui était, comme vous l'avez vu, assez lourde, puisqu'on a fait appel à de nombreux cabinets d'études, de nombreux bureaux d'études, structure, thermique, acoustique, environnement. Et il faut vraiment donc tirer des enseignements de cette étude, et ça nous donne plein d'enseignements pour le futur, à la fois pour les bâtiments béton, mais aussi sur un périmètre plus vaste. Donc ici, donc en conclusion, donc je vous rappelle 80% d'énergie qui est dévolue à l'énergie d'usage, donc chauffage, climatisation, éclairage auxiliaire pour les postes de la RT et énergie de fonctionnement de tous les appareils nécessaires à une activité tertiaire, donc ordinateurs, etc. Le gros œuvre ne représente que 10% de l'énergie totale consommée dans un bâtiment tertiaire béton ou acier. Donc vraiment la part encore prépondérante, même en BBC RT 2012, on reste quand même sur une part prépondérante des usages. On a donc pour le gros œuvre et le second œuvre, on est à 10%. L'impact environnemental d'un bâtiment en béton est plus faible donc un bâtiment tertiaire en béton a des impacts environnementaux plus faibles qu'un bâtiment en acier, donc pour 7 indicateurs sur 11. Donc particulièrement donc pollution de l'air, énergie primaire et énergie non renouvelable et épuisement des ressources qui sont à plus de 10%. Donc voilà vraiment cette idée reçue qui n'a pas lieu d'être et qu'on voulait asseoir scientifiquement avec des études de ce type. Donc comme je vous l'ai dit, cette étude scientifique va permettre d'améliorer la fiabilité des bases de données, parce que c'est vraiment un problème, c'est vraiment une question très importante de nos jours pour réaliser de telles études, c'est la solidité des bases de données sur lesquelles on va s'appuyer. Et des études de ce type-là, c'est vraiment une science jeune qui a 15-20 ans, qui progresse, et qui progresse au fur et à mesure des études comme ça, et qui permet donc de corriger des facteurs d'émission, des idées reçues, qui sont jusque dans des guides qui ont pignon sur rue, donc au niveau national. Et si vous connaissez la base carbone, donc cette base en ligne interactive qui a été créée par l'ADEME pour pouvoir avoir des facteurs d'émission qui sont vraiment les plus représentatifs, les plus à jour, on est en train de corriger donc dans la base carbone ces chiffres que je vous ai présentés au départ. Voilà, et donc pour finir encore, pour des perspectives encore plus sur le futur, ce type d'études, c'est vraiment des études qui vont se généraliser. Vous avez sûrement entendu parler d'HQE Performance, on pourra en discuter après, mais qui est vraiment donc la volonté au niveau national, au niveau d'association HQE, mais aussi au niveau de la DHUP, de fournir des bases de données solides pour étudier les impacts environnementaux des bâtiments, à la fois sur l'usage et sur la construction. Mais je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition maintenant pour discuter de cette étude. J'espère que ça a pu éveiller quelques questions chez vous. Et je suis à disposition maintenant ou après pour discuter de toute question sur les impacts environnementaux des bâtiments et de cette étude. Je vous remercie.